Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Aujourd'hui, c'est un numéro un petit peu spécial. Nous avons délocalisé notre antenne pour nous retrouver au sein d'un jardin merveilleux, j'ai envie de vous dire. Mais aujourd'hui, c'est un numéro spécial parce que je vais vous raconter une histoire. C'est l'un des plus beaux jardins au Maroc, une oasis en plein cœur de Marrakech, visitée par des millions de touristes chaque année. Un jardin qui, s'il le pouvait, pourrait nous raconter tellement, mais tellement d'histoires de ceux qui se sont promenés dans ces petites allées, ceux qui ont été subjugués par ses couleurs, ceux qui sont venus s'y réfugier pour humer ces mille et un parfums, ceux aussi qui avaient du mal à le quitter et qui sont restés à ses côtés déguster un thé à la menthe à l'ombre de ses arbres. Ce jardin, c'est bien sûr le jardin Majorelle. Et cette année, 2024, est très particulière pour lui parce qu'il fête ses 100 ans. Dans ce Faites entrer l'invité, c'est ce jardin qui est à l'honneur, son histoire, un spécial que vous pouvez découvrir en images en ce moment même sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et j'ai deux invités aujourd'hui. Mes invités ce lundi, Madison Cox, le président de la Fondation Jardin Majorelle. Bonjour. Bonjour, c'est un grand plaisir d'être là avec vous. Et merci d'être venu. Plaisir partagé, merci de nous accueillir. Et dans un instant, on aura avec nous un jeune homme qui a réalisé son rêve en venant ici, dans le Jardin Majorelle. Alors, aujourd'hui, Madison Cox, j'ai envie que l'on raconte à l'ensemble de nos auditeurs cette belle histoire de ce jardin. On va revenir beaucoup en arrière parce que ici, vous allez le découvrir dans un instant, on va vous en parler. Il y a des touristes absolument du monde entier. Ce jardin porte le nom de son fondateur, l'artiste peintre français Jacques Majorelle. L'histoire débute en 1924. Il achète un terrain. Et c'est juste à l'époque une oasis, il n'y a rien autour. Écoutez, en fait, il est venu un peu avant ça, d'ailleurs. Il est venu en 1919, invité par, à l'époque, le général Léoté, parce qu'il souffrait de tuberculose. Et donc, le père de Jacques Majorelle était un des fondateurs du mouvement Art Nouveau, Louis Majorelle. Et donc, Léoté a écrit à son père, mais envoyez-moi votre fils. Peut-être le climat du Maroc va lui faire du bien. Et c'était exactement le cas. Et c'est en fait, il a acheté ce bout de terrain qui était à peine 1 hectare en 1923, qui était déjà le début de la Palmeraie. Parce que la Palmeraie, à l'époque, arrivait jusqu'à ce qu'aujourd'hui est Galise, ou le centre de ville européen. Le centre-ville de Marrakech. Mais maintenant, pour retrouver le Palmeraie aujourd'hui, il faut aller 4-5 km d'ici, du centre de ville. Et donc, il a vu qu'il y avait des peupliers et des saules-pleureurs qui poussaient. Et donc, il s'est dit, mais s'ils poussent là, il y a peut-être une source d'eau qui est essentielle pour le jardin. Et donc, il a construit sa maison aujourd'hui qui porte le titre Villa Oasis en 24. Donc, c'est pour ça que cette année, en fait, c'est 100 ans. Et au fur et à mesure, pendant les décennies, son jardin est devenu vraiment le sujet. Au début de son arrivée au Maroc, c'était le Maroc qui était son sujet de beaucoup de ses tableaux, beaucoup de ses œuvres, que ce soit ses voyages dans les atlas ou le Moyen Atlas. Mais vers les années 30, 40 et 50, et même juste avant sa mort en 64, son jardin est devenu vraiment le sujet de ses œuvres parce qu'il avait pris goût pour ces lieux, qu'il a grandissé selon les décennies et qu'il a commencé à collectionner les plantes d'abord de la région, du pays, de la Maghreb. Ensuite, il a importé les plantes de plus loin que l'Afrique du Sud, même les Amériques, l'Amérique centrale, le Mexique, le sud des États-Unis. C'était un laboratoire, c'était une source d'inspiration et c'était un refuge aussi. Mais ce qui est intéressant, dans les années 40, il est ouvert au public. Donc, c'est une tradition. Ah, en 1940, je pensais que c'était 47. Non, je crois que c'est 1947 qu'il a ouvert au public, un public payant, mais c'était un moyen aussi de partager ces lieux qui étaient déjà à l'époque cités dans les guides Michelin, qui étaient cités dans certains guides. Le tourisme n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, mais il y avait beaucoup de monde de passage à Marrakech
soit les étrangers ou même des Marocains qui venaient visiter son jardin. Alors, en quelle année il construit cette maison, la Villa Oasis, qui va devenir son atelier? Est-ce que c'est vraiment là qu'était son atelier? Parce que je tenais beaucoup à vous avoir devant cette maison, parce qu'elle est quand même le symbole de toute cette histoire. Alors ça, en fait, il a construit sa maison qui porte le nom Villa Oasis, qui est à côté. Et ce bâtiment-là, il a construit en 1929, qui était son atelier de peinture. Et ce qui est assez intéressant comme antidote, ce bâtiment qui n'a rien à voir dans sa forme géométrique, très bauhausienne, qui reflétait beaucoup le goût des fin des années 20 et 30, très art déco, qui est complètement en opposition avec sa maison, le Villa Oasis, qui a à côté. D'ailleurs, maintenant, nous avons ouvert cette partie du jardin au public. C'était là, ensuite, est devenu la résidence de feu Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Donc, il y avait le côté public et privé. Maintenant, les deux sont conjoints, donc le public visite les deux. Mais ici, c'était complètement dans un autre style d'architecture, beaucoup plus épuré, beaucoup moins d'orientalisme, si je puis dire. Et c'est ce qui est assez amusant. À un moment donné, il a peint sa maison, c'est pas sa maison, mais cet atelier, en bleu, cette fameuse bleu majorelle, qui est aussi en soi un acte assez de révolte, parce que c'est mandaté que tous les bâtiments de Marrakech devaient être peints dans cette fameuse rose de Marrakech. Donc le fait cet ocre de Marrakech, et le fait qu'il a peint, il n'a pas suivi les consignes, ça veut dire aussi qu'il y avait une certaine mésalliance, si je puis dire, avec les autorités qui étaient à l'époque sous l'influence de la France. Quand Jacques Majorelle décède à Paris, le jardin reste à l'abandon pendant de nombreuses années? En fait, non, pas complètement à l'abandon, parce qu'en fait, le jardin tel que le jardin Majorelle et le côté privé était toujours le domaine de sa veuve, Madame Majorelle, qui, elle, héritait les deux propriétés. Le jardin a toujours continué de rester, était toujours ouvert au public. Je pense beaucoup moins, disons, entretenu qu'avant, bien entendu. Entre, disons, 64, sa mort, et 80, la mort de Madame Majorelle, le jardin a passé une période d'un peu de lassitude, si je puis dire. Mais c'était quand même, peu fréquenté par les étrangers et pas mal fréquenté par les résidents du quartier. Mais vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas que le jardin était déjà public avant que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger le découvrent. Est-ce que vous pouvez partager avec nous comment ils l'ont découvert, ce jardin, et comment ils sont tombés sous son charme? Nous sommes en quelle année quand Yves Saint-Laurent et Pierre Berger le découvrent? Alors, ils sont devenus d'abord en 1966, en voyage de vacances avec d'autres amis. Ils ont descendu dans un des seuls hôtels à l'époque, c'était le Mamounia. Et durant 4 jours, il pleuvait jour et nuit. Et le 5e jour, il s'est réveillé, tout ce groupe d'amis, et il voyait un ciel bleu comme nous avons d'ailleurs aujourd'hui. Et au fin fond de la paysage était cette fameuse vue de l'Atlas couvert de neige. Et ils ont descendu tout de suite au concierge de l'hôtel en disant « Nous aimerions rencontrer un agent immobilier. » Et le concierge a dit « Mais ça n'existe pas ici. Mais par contre, je connais quelqu'un qui vend une petite maison modeste dans la Médina, près de Bab du Kala. » Et donc, ils ont acheté, parce qu'ils avaient les moyens modeste, et c'était une maison modeste qu'ils ont vécu plus qu'une dizaine d'années dans cette maison. Et donc, c'était à ce moment-là qu'ils venaient tous les ans, au minimum 2 fois par an, pour les vacances, en été et en hiver, qu'ils ont découvert l'existence du jardin Majorelle. Ce qui les frappe tous les deux quand ils découvrent, ce sont, on dit, c'est des légendes, et ce qui s'est beaucoup écrit. C'est pour ça qu'on a besoin de vous pour avoir les faits. Quand ils découvrent, ce qui les frappe tout d'abord, ce sont les couleurs et ce fameux bleu du peintre. Ils découvrent, et dans les mots d'Yves Saint-Laurent que l'on a retrouvés, pour lui ce n'était plus seulement un jardin. Il a dit « J'ai découvert ce jour-là une œuvre d'art ». Oui.
parce qu'il considérait comme une œuvre d'art. Et d'ailleurs, entre nous, je pense qu'il considérait le jardin le plus grand œuvre de Jacques Majorelle. Ce n'étaient pas les grands collectionneurs de Jacques Majorelle, d'ailleurs. Il y a, dans leur collection, il y a une petite œuvre qui est le Koutoubia, qui est un tableau très modeste, et aussi le portrait d'une jeune femme berbère qui est exposé aujourd'hui dans le musée berbère. Mais par contre, il considérait le jardin vraiment une œuvre particulière, qu'il est d'ailleurs même 100 ans après, même avec les ajustements, même avec l'addition, même l'enrichissement des plantes et les végétaux. On respecte l'âme ou le DNA, si je puis dire, du jardin. Yves Saint-Laurent, Pierre Berger rachètent le jardin, s'installent, viennent très 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 régulièrement. Et là, il va y avoir une période un petit peu particulière où le monde entier va entendre résonner le nom du jardin de Majorelle. Et à travers ça, Madison Cox faire rayonner le Maroc aux quatre coins du monde. Ben, écoutez, c'était pour reprendre un peu l'histoire. Donc en 1980, Madame Majorelle, la veuve, est décédée. La propriété était vendue tout de suite à une société marocaine qui a déposé un permis de démolition pour faire des lotissements. Parce que la ville a beaucoup changé, la ville avait grandi, il y avait quand même une superficie entre les deux de presque 3 hectares. Et Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, ils étaient horrifiés d'apprendre que ces lieux peut-être allaient disparaître. Et donc, avec leur grand ami Moustapha Zine, qui est un notaire de grande renommée et qui est toujours sur le conseil d'administration de la fondation aujourd'hui, est intervenu. Et donc, ils étaient plusieurs à solliciter Sa Majesté Hassan II. Et en disant il faut peut-être conserver ce patrimoine. Et donc, Sa Majesté Hassan II a dit, oralement, ce sera une zone verte, qui a tout de suite stoppé tout projet de démolition. Immobilier. Et à ce moment-là, je pense que l'investisseur n'était pas très heureux, mais c'est là, à ce moment-là, que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent ont racheté pour sauvegarder le lieu. C'est grâce à Feu Sa Majesté Hassan II que ce n'est pas devenu une zone de béton et que ce jardin Absolument. a pu survivre. Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que même les personnages comme Winston Churchill, vous voyez le grand personnage anglais qui adorait le Maroc, mais qui venait régulièrement tous les ans à Marrakech pour peindre. Il descendait toujours le Mamounia. Il passait 2-3 semaines à peindre à Marrakech. Et comme Majorelle était un peu des peintres locales qui vivaient là, Churchill venait très souvent peindre avec Majorelle ici, où il peignait dans le Haut-Atlas ou dans les environs de Marrakech, etc. Donc c'était quand même un lieu, pas du tout peut-être reconnu qu'aujourd'hui mondialement, mais c'était connu un peu par les happy few, par certains. Et donc forcément, je pense que Feu Hassan II était sensible, bien sûr, à ce patrimoine. Et aussi, la ville commençait à grandir. Pas peut-être. Et se rapprocher. Maintenant, vous voyez, en fait. Tout est construit autour. Il ne reste que ce poumon vert. Oui, voilà. Je pense qu'un jardin aujourd'hui, tel que celui-là, bien sûr, c'est un lieu d'agrément, c'est un lieu de paix, c'est un lieu de découverte. Mais ça doit aussi servir le public qui visite, et qui presque dans un sens pédagogique. Je voudrais qu'on parle justement de nos visiteurs, Madison Cox. On a eu quelques informations. On nous parle de plus de 4000 visiteurs par jour. Ah oui, pardon. 4000 visiteurs par jour. Oui, en fait, on a limité à 4200 visiteurs par jour. Ça s'est allé de 8h à 18h. Et aujourd'hui, malheureusement, je sais, pour certains, c'est toujours frustrant, mais on est sur toutes les billetteries avec les horaires très précis. Parce qu'on avait, vers fin de 2022,
on avait des fois 2 heures d'attente, 3 heures d'attente, des frictions entre les gens, se devenaient pas ce que ça devrait être. C'est un lieu de paix, c'est un lieu d'agrément. Ismaël, j'ai entendu parler de vous en arrivant ici, en sachant que M. Madison Cox serait mon invité aujourd'hui. Vous êtes jardinier ici. Oui, je suis le chef jardinier ici. Alors, pourquoi vous êtes venu un jour travailler au Jardin Majorel ? C'était juste un emploi comme un autre ou pas du tout pour vous ? Non, pas du tout. Pour un paysagiste, c'est un rêve de travailler ici. Donc, lorsque j'ai visité le Jardin Majorel, des visites familiales, etc., j'aimerais bien travailler ici parce que c'est de la nature, c'est l'un des plus beaux jardins du monde. Donc, lorsque j'ai fait mes études au temps de paysagiste, je viens ici pour s'inspirer, pour voir les nouveautés du jardin et s'inspirer pour faire des travaux à l'extérieur. Donc, c'est un rêve de travailler ici. Ah, c'était votre rêve de venir travailler ici ? Ouais. Et voilà, je travaille là. Combien vous êtes de jardiniers ici ? On a 18 jardiniers qui font... À temps plein ? Oui, à temps plein. Avec deux peintres qui font la peinture écologique au niveau du jardin, qui font la peinture du bleu majorel, des bassins, etc. Tous les pots. Et les pots aussi. Alors, est-ce que c'est vrai ? On m'a chuchoté à l'oreille que quand on vient travailler ici, on ne repart pas. Il y a des jardiniers qui sont là depuis 30 ans. Voilà. Normalement, au jardin, c'est une réalité. C'est une réalité parce que les gens, ils ne partent pas jusqu'à la retraite. Ah ouais. Donc, il y a des gens qui pleurent lorsqu'on fait les pots de départ. Voilà. J'ai assisté des gens Et nous aussi. Et nous aussi. Oui, il faut bien dire. Parce qu'ici, on travaille, il y a des liens sociaux. Les sentiments à partager entre les collègues. On travaille comme une famille, donc on essaie toujours de travailler collectif. Il y a des liens à part, des liens professionnels et personnels entre les collègues ici. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu difficile, mais Madison Cox pourra y répondre également. On est dans une période où on parle beaucoup de climat, de la préservation de l'eau. À quel point elle est précieuse, c'est de l'or aujourd'hui. Quand on voit un jardin aussi immense que celui-là, on se dit que ça dépense beaucoup d'eau. Au niveau de notre jardin, on essaie toujours avec mon prof d'essayer toujours d'arracher, dessoucher pas mal de bambous et remplacer par des plantes qui consomment pas beaucoup d'eau. Très peu d'eau. Voilà. Il paraît que c'est un petit peu la particularité. Au niveau du jardin Majorel, on utilise du gravier qui ne consomme pas carrément de l'eau. C'est un paillage minéral. Et ça, Smaïl, je crois que c'est une notion qui a été prise en compte depuis très longtemps. Pas seulement aujourd'hui, oui, quand on parle de préservation, oui, mais ça fait plusieurs années où justement cette problématique avait été prise en compte au Jardin Majorel. Effectivement. Au niveau du Jardin Majorel, on essaie toujours de minimiser et éviter le gaspillage d'eau. Donc, on est presque les premiers au Maroc qu'on utilise l'astuce du mulch. Donc, on utilise toujours de broyer nos déchets végétaux et de mettre sur les massifs arbustifs pour minimiser la consommation d'eau. Alors, c'est de garder l'eau, les sols humides, minimiser aussi par des plantes qui consomment pas de l'eau, comme les cactus et les succulents, et dessoucher pas mal, disons, de bambous dernièrement. Plus de 4000 visiteurs jour. Alors, on m'a donné un petit peu le palmarès de ces visiteurs. Oui. La France arrive en tête avec la France. Mais derrière, j'étais assez étonnée, la Grande-Bretagne. Et derrière, les États-Unis, le Maroc, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique. Et en 10e position, les touristes venant de Chine, qui sont quand même beaucoup plus loin parce que c'est une majorité d'Européens. Je ne m'attendais pas à trouver la Grande-Bretagne et les États-Unis en tête. Oui. Écoutez, c'est vrai, c'est curieux, mais c'est des grands amateurs de jardin. Mais je pense que c'est quand on vient de loin, parce que les États-Unis, que quand même, il ne faut pas oublier, le Maroc était le premier pays de reconnaître les États-Unis à son indépendance. Le Maroc était le premier pays d'envoyer un convoi diplomatique, de créer des liens diplomatiques, qui d'ailleurs symbolisé par un établissement à Tanger qui s'appelle la légation américaine, qui souligne cette liaison depuis plus que 200 ans. Mais il y a cette fascination aussi de ce jardin parce que ça représente aussi une partie de ces bijoux du Maroc et le patrimoine du Maroc qui est si riche. Et vous êtes toujours à dire c'est un patrimoine.
du Maroc, pour les Marocains avant toute chose. Et d'ailleurs, ce samedi, à l'occasion des 100 ans, vous avez voulu non pas un événement international, vous avez voulu un événement pour les Marrakechis. Bien sûr, parce que je pense qu'il faut remercier toutes les Marrakechis et le Marrakech et ensuite le Maroc pour cet accueil et nous sommes une institution marocaine. La Fondation Jardin Majorel est une institution marocaine. On est là pour soutenir les institutions ou les entités, les associations marocaines et parce que elle est pour moi, c'est marocain, c'est pas la mienne, c'est pas celui, maintenant c'est dépassé, ce n'est plus une propriété privée, ça, c'est les propriétés qui appartiennent à une fondation, but non lucratif, et donc c'est important de souligner ça. Et aussi, bon, nous avons, grâce à ces visiteurs, les moyens, et donc ces moyens doivent être réinvestis. Alors ils sont réinvestis dans quoi? Mais ils sont réinvestis dans des programmes éducatifs, des sociaux, ce sont des choses scientifiques et bien sûr culturelles. Et tout ça, je pense que pour pérenniser la vie d'un endroit comme ici, il faut aussi pas sensibiliser, mais il faut passer la torche. Et moi, je suis que quelqu'un qui a une torche pour quelque temps, et après, je dois passer à d'autres. Vous le voyez grandir, comment ce jardin dans les années à venir, comment vous le voyez, comment il va évoluer? Je pense que ça ne va peut-être pas évoluer en temps d'espace, parce que il n'y a plus. Il n'y en a plus d'espace. Mais par contre, je pense que ça va évoluer en temps des activités. Nous commençons un programme éducatif pour les écoles publiques de Marrakech dès le mois prochain. Qu'est-ce que vous allez faire? On avait testé les eaux avec ce printemps, d'offrir aux écoles publiques la possibilité de faire des demi-journées des enfants d'entre 8 ans et 10 ans et de les sensibiliser comment visiter un jardin, pas comment on visite, mais de visiter le jardin, visiter un musée, de démystifier l'idée et c'est aussi les enfants des quartiers comment je peux dire, défavorisés. Les quartiers populaires. Voilà, les quartiers populaires, voilà. Et donc, c'est aussi important, je pense qu'il faut aussi investir dans l'avenir et dans l'éducation, dans ce sens-là. Nous ne sommes pas là pour dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire un jardin, mais c'est juste sensibiliser ces questions d'eau. Vous parliez de partage, de tendre la main et de passer le relais. J'ai une dernière question avant qu'on ne déborde et que je me fasse disputer par mon réalisateur. Madison Cox, oui. Si Jacques Majorel pouvait vous entendre, oui. Vous lui diriez quoi? Écoutez, je pense que je lui aurais remercié d'avoir imaginé un lieu comme ça et j'espère qu'il serait heureux de voir l'évolution de son œuvre parce que tout le jardin est toujours dans un état de changement. Rien n'est fixé. Et donc je pense qu'il aurait été, j'espère, fasciné par toutes les variétés qu'on a pu grâce à les échanges, grâce à l'importation des plantes, grâce à les boutures que d'autres nous donnent, grâce à ce côté scientifique qu'on apporte, grâce à cette bibliothèque qu'on a créée, qui est ouverte au public, grâce à ces genres d'activités, que son nom rayonne encore. Et soit entendu par tous. Je triche toujours, je dis toujours dernière question, mais il y en a une autre qui me vient. Il y a une autre dans la poche. Je sais que vous voyagez énormément. Oui. Je sais que vous avez un attachement, et vous l'avez rappelé dans tout votre récit, un attachement très particulier au Maroc. Très. Quand est-ce que vous restez chez nous? Pardon? Quand est-ce que vous restez chez nous? Je suis toujours chez vous. Même si je pars dimanche pour 3 jours, je reviens aussi vite. Non, mon cœur est là. Je réside en Tanger-Ouar
Je suis tellement attaché parce que vous savez, parce que j'apprends tous les jours quelque chose chez vous. Vous avez une culture, des fois je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez un patrimoine si riche, si divers. C'est fascinant, ça me fascine. Et ce qui est intéressant, je pense qu'il y a tellement de choses à faire dans l'avenir pour vous montrer. Comme ces influences sont si vastes. Nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va monte une exposition avec le Mexique. Ben, il y a les dialogues fabuleux entre le Maroc et le Mexique. Ce divers points, c'est fabuleux. Donc voilà, je suis quelqu'un qui adore travailler parce que j'adore apprendre des choses et j'adore travailler avec les gens. Donc je ne peux jamais quitter le Maroc. 100 ans de Jardin de Majorelle. Ne manquez surtout pas cette exposition si vous êtes de visite du côté de Marrakech. Une exposition Jardin Majorelle. Qui sommes-nous pour tout savoir? Et puis surtout, vous suivez l'émission. Je vous donne rendez-vous depuis Casablanca cette fois-ci, bien lundi prochain. Merci Madison Cox. C'est moi qui vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous. À lundi. Au revoir.